fait à peu près 15 ans que je fais du SEO. J'ai un parcours exclusivement chez l'annonceur. Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que c'est vraiment le fait d'avoir ces liens qui allait te permettre d'être mieux positionné sur telle ou telle requête. Et du coup, c'était vraiment ton tout premier contact avec le SEO à ce stade? Premier contact, je pense que j'ai adhéré directement. YouTube, pour moi, c'est une des clés pour réussir en SEO. Surtout que maintenant, tu as l'avènement de l'IA qui est là. Tu peux générer des contenus vidéo, sincèrement, d'extrêmement bonne qualité. D'avoir en parallèle la création de contenu et mettre une task force sur la création de contenu vidéo basé sur ton contenu. Salut Franck, ravi de t'accueillir du coup sur cet épisode. Aujourd'hui, ce que je te propose du coup, c'est de prendre le temps d'explorer du coup les pistes en SEO sur 2025. Tu nous parles aussi de ton parcours, par où tu es passé, tes techniques, tes petites astuces, et puis de donner aussi ta vision sur les grandes échéances en SEO et sur l'avenir du SEO. Donc, hyper content de t'accueillir sur ce micro et qu'on puisse décanter tout ça ensemble. Donc, ce que je te propose peut-être, c'est de démarrer avec ton parcours, d'où tu viens et comment tu as commencé en SEO. Carrément. Déjà, merci pour l'invitation pour le podcast. Ça me fait plaisir de pouvoir parler un petit peu de sujet de SEO, surtout que l'actualité quand même de SEO est quand même assez forte, assez riche depuis 2 ans. Et là, cette année, c'est vrai que ça y a quand même des grosses nouveautés qui vont arriver. Donc, c'est plutôt cool de pouvoir en parler. Du coup, pour mon parcours, ça fait à peu près 15 ans que je fais du SEO, à peu près 15 ans, et j'ai un parcours exclusivement chez l'annonceur pour le moment. Exclusivement chez l'annonceur, où je suis tombé dedans un peu par hasard, complètement par hasard même. Je suis plutôt autodidacte, j'ai fait prépa, école de commerce, j'ai pas entendu une seule fois le mot SEO de ma vie, je pense. Ouais. Et même zéro, en fait, je crois que c'est quasiment sûr. Je suis tombé dans un stage complètement par hasard à Amsterdam, et où je devais référencer un site qui s'appelle Student Job, job étudiant des jobs étudiants. Et ça m'a plu directement. En vrai, ça m'a plu vraiment quasiment instantanément. Même si au début, je ne comprenais pas trop ce que je faisais. Okay. Je ne comprenais pas trop. Je me suis dit, mais pourquoi je devais avoir des backlinks en gros. Je devais choper des backlinks pour essayer de faire grimper telle ou telle position. C'était avant Penguin. Du coup, je devais avoir des backlinks d'Exact Match. On me demandait, il faut que tu arrives à avoir, je dis n'importe quoi, je ne sais plus exactement, mais je contacte 50 à une centaine de personnes, dire est-ce que tu veux me faire un lien vers job étudiant Lille, job étudiant Paris, etc. Je disais dans ma tête, mais pourquoi à ce moment-là? Comment c'est possible qu'avec juste des liens de ce site, dans un site qui a très peu de trafic, comment je vais réussir à gagner plus de visibilité de mon côté? Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que ces liens-là ont permis de te positionner très facilement. Ce n'était pas le trafic qui provenait des liens, mais c'était vraiment le fait d'avoir ces liens qui allait te permettre d'être mieux positionné sur telle ou telle requête, et là, engendrer beaucoup plus de trafic. Et du coup, c'était vraiment ton tout premier contact avec le SEO à ce stade? Exactement, premier contact, et je pense que j'ai adhéré directement. Je pense que ça venait du fait que... déjà, assez rapidement, en fait, on a pu voir des résultats. Tu vois, c'était assez... pas instantané, je ne vais pas exagérer, mais en fait, comme on avait entre 15 et 20 liens par semaine... très rapidement, avant c'était quand même relativement simple, où d'avoir l'exact match comme ça pouvait suffire pour gagner les positions. Et très rapidement, j'ai vu le trafic qui augmentait pas mal, même sur un petit site comme ça. Et j'ai accroché direct. En fait, je me suis dit, on peut... une nouvelle porte s'est ouverte de mon côté. Je me suis dit, on peut aller chercher du trafic. Et ce qui t'a plu finalement, c'est de voir les trucs évoluer très vite, etc. et de jouer avec ça finalement. C'est exactement ça. Et de se dire surtout, j'ai réussi à passer devant tel ou tel site, des sites qui étaient peut-être plus gros que les miens. Et ça m'a plu. Ça, je pense que c'est j'ai toujours eu cet esprit de compétition depuis que je suis tout petit. Que je suis tout petit. Et je pense que ce truc-là, de dire, OK, je vais faire un petit peu mieux que l'autre personne, ça m'a plu. Après, ça a suivi. J'ai fait une petite... Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai eu une expérience, on va dire, très, très, très brève dans le sud de la France, où je faisais du SEO, mais pas que. C'était c'était un petit peu trop simple. Du coup, j'ai vite switché. Et j'ai géré un site d'emploi, Direct Emploi, un job board, où j'ai continué le SEO. Cette fois-ci, je faisais absolument que du SEO. Petit site. En vrai, pas mal un site relativement gros, mais pas avec des gros moyens, on va dire. On n'était pas rien à voir avec des monsters, etc.
Et Indeed est arrivé juste après, d'ailleurs, dans ce business-là, où ils ont tout raflé. Très clairement, sur la partie SEO, ils ont absolument tout raflé. Un gros coup. Ouais, clairement. Ouais, c'était assez impressionnant. Et bref, c'était assez... J'ai fait beaucoup de SEO dedans. Et en fait, la particularité, c'est que quand je suis arrivé chez Direct Emploi, je crois 2-3 mois après que j'arrive, le site sorti complètement de la SERP. Mais complètement Donc de la là, SERP. alerte générale. C'était horrible. Sincèrement, c'était horrible. Genre, t'es passé tu tapais le mot Direct Emploi, le site ne ressortait même pas sur Google. Impossible. Là, on t'a tiré les oreilles un peu ou... Bah, en vrai, ouais. Non, en vrai, pas tant que ça. Parce que ça s'est passé vraiment 3-4 mois après que je suis arrivé. Et en fait, l'ancien référenceur que j'ai remplacé, bah, il a mis en place les mêmes techniques que j'ai mis en place chez Student Job, c'est-à-dire avoir de l'exact match, d'avoir beaucoup de liens en grande quantité, extrêmement, enfin l'exact match, tu vois. Et ça fait qu'on s'est pris une énorme pénalité, quoi, une énorme pénalité. Et j'ai même reçu le message de Google dans la Search Console qui arrive assez rarement. Tu l'as encadré du coup? Même pas. Non. Mais ouais, celui-ci il faisait un peu mal. Okay. Il faisait un peu mal. Mais comme j'étais le seul sur le sujet, bah en fait, ça m'a appris à apprendre beaucoup plus rapidement le SEO qu'auparavant. C'est-à-dire qu'avant, je m'étais cantonné un peu au backlink. Là, j'ai dû, de manière vraiment très, très autodidacte, il n'y avait personne à qui demander. C'était pas comme maintenant, où en plus, j'étais pas forcément dans les forums, etc. Peut-être à tort, concrètement, maintenant, avec un peu plus de recul. Mais il y avait... là, maintenant, la communauté SEO est quand même extrêmement forte. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir accès à l'information, de se former, etc. C'est ça, c'est ça. Du coup, tu tapes des mots sur Internet. Sur le Minitel, non, je crois. Ouais, sur le Minitel, c'est ça. Tu te fais sortir du site, tu te dis j'ai pris une pénalité Google, comment ça se passe? Après, tu creuses, et puis au fur et à mesure, tu commences à trouver les solutions. Du coup, comme j'avais quasiment plus de trafic SEO, j'ai dû essayer avec le reste des billes que j'avais d'aller chercher du trafic autre part. Donc, j'étais un petit peu sur la partie paid, mais c'est pas quelque chose qui m'a forcément, qui me plaisait forcément. Et le trafic qui venait des réseaux payants, j'ai essayé d'augmenter le taux de conversion pour essayer de minimiser le fait qu'on perdait beaucoup de candidatures. Et donc là, c'est le deuxième pied que j'ai eu sur la partie taux de conversion. Enfin, CRO, on va dire. CRO, c'est un grand mot. Mais on va dire améliorer le taux de conversion à la base sur le site. Et du coup, ça permettait d'avoir à peu près le même taux de candidature jusqu'à ce qu'on sorte enfin de cette pénalité. On n'est pas sorti. En vrai, on est sorti assez rapidement. Assez rapidement. Maintenant, avec du recul, je me dis que c'est assez rapidement. Sur le coup, non, c'était très, très long. C'était un enfer. La journée était longue. Très, très longue. Ouais, je checkais ça tous les jours. Enfin, tous les jours, c'était compliqué. C'était la catastrophe. Ouais, clairement. Donc, j'ai fait des trucs qui peut-être ne fonctionneraient plus maintenant. Des aveux de liens, etc., pour sortir rapidement de cette pénalité. Mais vraiment, quelques mois après, on était revenus. Oui, parce que là, on se parle d'il y a quoi, 12-13 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Je suis pas très bon dans les chiffres, mais c'est à peu près ça. Ouais. Donc voilà, Direct Emploi, c'était cool. Franchement, c'était cool. J'ai pas mal appris. Après, petit site, du coup, peu de moyens. Et c'est toujours un truc qui m'a un peu bloqué. Au sens où je pense que je suis de caractère je suis assez proactif, pas mal d'idées, pas mal de choses que je voulais tester. Du coup, à l'époque, c'était un site quand même, une grosse volumétrie. On avait plus de, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais au moins... C'est un job board, au moins, je sais pas, 200, 300 000 URL à gérer. Je voulais aller creuser l'aspect des logs, analyse de logs. On m'a dit oui, tu peux le faire, mais en gratuit. Donc en gros, tu peux pas le faire. Pareil, j'avais un Screaming Frog assez limité. Enfin, c'était donc limité par les moyens quand même. Extrêmement limité par les moyens. Beaucoup d'idées et en fait, on pouvait pas suivre. Du coup, je suis parti, je sais pas, au bout de 2-3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai rejoint Last Minute. Last Minute, où là, j'ai passé à un autre niveau en termes de SEO. Côté international, je crois. International, exactement. Ouais, international, même si au début, je gérais que le marché français. J'ai géré que le marché français. Et il y avait un aspect sur les reporting qui était beaucoup, beaucoup plus présent que chez Direct Emploi. Même si Last Minute, c'est pas un e-commerce, en soi, ça s'apparente un peu quand même à un e-commerce. Tu avais vraiment la partie reporting, c'était le lundi,
lundi, voire mardi, tu passais ta journée à analyser ce qui s'était passé la semaine précédente et réajuster. Réajuster le chiffre, tu checkais par catégorie le chiffre d'affaires, tu checkais tout. Absolument tout. On se remettait on revoyait avec les équipes pour savoir en fait quels allaient être les produits qui allaient arriver, etc. Quels allaient être les voyages les plus importants pour les prochains mois. Et du coup, c'était toutes les décisions étaient clairement basées sur le business. Donc là, il y avait une approche plus collective au final, parce que tu étais entouré de beaucoup plus d'experts sur ton métier, mais aussi des interconnexions avec d'autres services. Du coup, tu as évoqué le fait que tu avais commencé par le backlink, tu as fait un peu de CRO, et puis tu as été de plus en plus global. Qu'est-ce qui a changé aussi pour toi sur le SEO pur et dur chez Last Minute? Plus rien à voir. Enfin, plus rien à voir. C'est déjà les backlinks. On m'a dit, Franck, tu ne feras pas de backlink chez Last Minute. Donc déjà, premier truc, tu vois, c'est que littéralement, je n'ai... Peut-être la fin de mes années où on a commencé à remettre des campagnes de netlinking, mais sinon, zéro backlink. Zéro backlink, c'était fait plutôt naturellement. Enfin, Last Minute, à l'époque, même si là, c'est un peu en déclin, c'est en déclin encore, ça reste quand même une grosse machine, mais à l'époque, Last Minute, c'était énorme. C'était vraiment énorme. C'était une grosse machine, d'un point de vue même brand, commercial, même d'un point de vue SEO. C'était très gros en fait. Même en paid marketing aussi. Clairement, c'est clair. Clairement, c'était vraiment très. L'équipe était immense. Tu vois, sur la partie juste sur le marché français, très grosse équipe, beaucoup d'experts. C'était super intéressant. Donc équipe divisée aussi par zone géo. Ouais. Et du coup, il y a une évolution pour toi. Exactement. Une évolution pour moi. Alors pour répondre juste quand même à cette question, c'était pas de backlink, mais du coup, c'était que de la tech, de la technique. Alors que moi là-bas, clairement, je n'ai pas du tout le background technique. Donc step up pour toi sur ça parce que c'était super. Franchement, en gros, je me suis adapté à ce que là où Last Minute, où tu pouvais aller chercher en fait du trafic, où ton levier de croissance c'était vraiment la technique. Tu avais le contenu certes, mais tu avais quand même une grosse partie technique. On parle d'un site qui avait plusieurs millions d'URL. C'était d'ailleurs un de mes travaux qui a été de réduire cette volumétrie qui avait plus trop de sens. Ce qui avait été mis en place avant, ça a cartonné, et après il fallait réajuster un petit peu. En gros, on avait des vols de toutes les... petit exemple, tu prends n'importe quelle ville qui existe dans le monde, plus n'importe quelle ville qui existe dans le monde, 2 villes qui existent, que tu n'as jamais entendu parler, tu avais une page qui était créée. Tu vois. Je vois. Donc tu avais une quantité astronomique d'URL avec très peu de volumétrie, quasiment pas d'impression, donc pas de clics, rien du tout. C'était un de travail justement de réduire faire du content pruning, tout à fait, exactement. Donc très technique, et comme des gros sujets de volumétrie. J'ai plus d'outils aussi, j'imagine. Alors à la base, c'est quoi? Pas tant que ça, tu vois. Il n'y avait pas ni Botify ni OnCrawl. Où il y avait que je suis quasiment sûr que non, parce que du coup parce que tu parlais d'analyse de log, j'imagine tu passais par Botify. Alors justement, on n'avait pas cette partie-là. Et en fait, on arrivait, on s'est dit, ok, il faut qu'on professionnalise tout ça. Du coup, il y avait peut-être une partie de Botify, mais on l'a switché pour OnCrawl. Botify beaucoup trop cher, passé sur OnCrawl, analyse de log pour le marché français, et ensuite on l'a expand sur l'ensemble des autres marchés. Donc finalement, gros capital technique, grosse équipe, structure par marché, et puis en plus assez outillé. C'était franchement top. C'était vraiment top. Ce qui était vraiment bien aussi, c'est que même si j'avais jamais fait d'agence, c'était à chaque fois je fais un peu ce parallèle. Exactement. C'était en vrai Last Minute, ça s'apparentait un peu à une agence, tu vois. Enfin une agence. Dans le sens où, au début, j'ai géré le marché que français. Ensuite, assez rapidement, marché français, déjà, il y avait plusieurs sites. Il y en a 3-4 à plusieurs millions d'URL chacun. Je sais pas, 1 ou 2 ans après, on m'a proposé le poste de team lead où je gérais l'entièreté, je manageais tous les SEO managers seniors qui étaient chez Last Minute. Donc, tu étais là depuis 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans max, dès que j'étais dessus. Et ensuite, je sais ce que je voulais dire. Et du coup, ce qui était vraiment cool, donc plusieurs sites, à l'international. C'est-à-dire que les techniques que tu faisais en France, tu ne pouvais pas faire les mêmes sur le marché, je sais pas, UK ou allemand, espagnol, etc. On n'avait pas les mêmes technologies forcément aussi sur le site. Il y avait un certain legacy. Il y avait beaucoup de rachats de nouveaux sites qui n'étaient pas du tout sur le même CMS. En gros,
c'était un peu, tu vois, la première découverte en mode, quand je te dis mode agence, c'est que tu avais des problématiques, diverses problématiques Ouais, dans t'avais pas tous que les le sens. run, t'avais Non. aussi des projets ad hoc qu'il fallait prendre en main. Clairement, ok, ouais, Donc, c'est migration, Bah, absorption ouais. de nouveaux sites. Migration, etc. mais j'ai fait que ça. Migration, j'ai migré, je sais pas combien d'URL sur je sais pas combien de sites en 3 ans. Et j'ai fait énormément de migration, Ok. clairement. Et du coup, l'autre côté, l'aspect qui était super intéressant, c'est l'international. Du coup, les SEO managers UK ne lisaient pas les mêmes contenus qu'en France, qu'en Allemagne non plus, en Italie non plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Et la culture du SEO sur ces pays-là, est-ce que tu avais des natives à chaque fois Ouais, des natifs à chaque ouais. fois. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y avait tu as vu une culture SEO très différente aussi de par cette diversité Alors, géographique? Au début, je ne m'en suis pas trop aperçu, tu vois. Ouais. Je m'en suis pas trop aperçu. Maintenant, avec du recul, je me dis que oui. Ok. Je me dis, UK, ils étaient quand même assez avancés quand même sur le sujet. Et là, avec plus de recul, la France, en réalité, je trouve qu'on est quand même sur un marché... le marché du SEO est extrêmement puissant en France, sincèrement. Tu as énormément d'excellents SEO en France. Et en fait, c'est vrai que sur les autres marchés, on se rendait compte qu'avec un peu plus de recul, ils n'étaient pas non plus si avancés que ça. En fait, tu vois. Ils n'étaient pas tant que ça avancés sur le sujet. Enfin, pas tant, c'est un peu péjoratif, tu vois, mais c'est un ressenti en fait que effectivement, ils n'étaient pas forcément... Et la casquette de manager, du coup, parce que tu es passé de tu fais à il faut faire. Ouais. Pour un SEO, c'est frustrant ou finalement non, c'est assez gratifiant. Comment tu as vécu cette nouvelle posture? Je vais te répondre que tous les SEO, tu vois, c'est... En fait, tu as un peu des deux, tu vois. C'était un peu des deux. Le côté management, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours, vraiment, ça m'a plu, même quand j'étais chez Student Job. Alors, j'étais stagiaire là-bas, mais en fait, très rapidement, j'ai récupéré, on va dire, entre guillemets, tous les stagiaires qui arrivaient, parce que tu avais un certain roulement, évidemment, et les résultats étaient plutôt bons, et j'aimais bien ça. Et du coup, en fait, tous les stagiaires qui arrivaient, en gros, c'est moi qui les formais sur le sujet. Donc, premièrement, chez Direct Emploi, j'avais aussi cette partie, mine de rien, de management, que j'avais, même si on était une petite équipe. Alors, pour le coup, les backlinks étaient très présents à ce moment-là, la création de contenu. Et en fait, on avait une armée de stagiaires que je manageais pour aller chercher des backlinks, aller chercher, etc. Enfin, tu vois, il y avait quand même cette partie de management que j'ai toujours un peu eu, et un peu moins du coup chez Last Minute, alors, en tout cas pour le début de mon expérience. Donc je suis revenu un petit peu à ce que j'avais au début, quand je suis passé team lead chez Last Minute. En revanche, c'est vrai que là, chez Last Minute, énorme structure, vraiment très très grosse structure. Et j'ai eu le sentiment quand même que je passais beaucoup plus de temps. J'aime bien manager, tu vois, mais à mettre en place les strats, et j'ai eu le sentiment à un moment donné que j'allais peut-être perdre mon expertise sur le sujet SEO. C'est pourquoi je suis parti je suis parti au bout de 3 ans et demi, je suis parti dans une boîte qui s'appelle Je Change, comparateur d'énergie, télécom, MRH, etc. Donc, parti sur un autre sujet, d'autres thématiques assez concurrentielles. Des sujets compétitifs. Clair, je te l'ai dit au début, clairement. Ouais, franchement, en plus, c'est un des critères, tu vois. T'as de la concurrence, t'as du volume, il faut se battre tous les jours. Exactement. Et plus ça avançait, et plus tu dois te battre avec des différents outils, tu vois. Au début, le backlink, ensuite la tech, ensuite backlink tech. Chez Je Change, c'était beaucoup de contenu. Énormément de contenu. Full funnel. C'est exactement ça. Et c'était... la strat content, je n'avais jamais mis une en place comme ça avant d'arriver chez Je Change. Et c'était une grosse partie, c'était création de contenu. C'était analyse de gap concurrentiel. Tu mets en place des... Est-ce que je n'ai pas dit, quand j'étais chez Last Minute, comme énormément, grosse volumétrie, il y a c'est des trucs tout con, tu vois, mais tu peux pas gérer sur des spreadsheets ou des Excel, ça marche pas. Du coup, limite de ligne. Ouais, exactement, ça ne passe pas, tu vois. Et tu veux faire un truc tout bête, tu mets une recherche V ou un V, ça te prend littéralement. Tu peux partir 3 heures et faire un café. Exactement, c'est ça, tu peux boire quelques cafés. Et du coup, je m'étais fait une formation pour, comment ça s'appelait, je crois que c'était Data SEO, je crois, et Data SEO Lab, je ne sais plus exactement, avec Vincent Terrassi et Rémi Bacha. Et c'était sur une formation sur R. Donc, pas Python, mais du coup sur R.
Voilà. Et du coup, pour traiter de la data, en gros, plus facilement. Du coup, j'ai réutilisé cette partie chez Je Change pour faire des gap analysis, en gros, beaucoup plus rapidement. Tu vois, tu vas taper dans les API des SEMrush, Href, tu récupères tous les mots-clés de tes concurrents, tu récupères tous tes mots-clés via ta propre API Search Console, tu fais tu check du coup les mots-clés sur lesquels tu es positionné, les mots-clés sur lesquels tu n'es pas positionné, etc. Et tu peux créer une roadmap beaucoup plus rapidement. Okay. Il y a toujours un travail humain derrière. Après, tu vas me dire, SEMrush, Href, ils proposent ce genre de feature, les gap analysis, mais c'est pas aussi poussé que si tu vas chercher les API, si tu vas dans ta API Search Console. Mais ça va pas jusqu'au bout. Okay. Voilà. Donc là, avec R, ça me permettait d'aller un peu plus loin, mais il y avait encore une certaine limite. Enfin, tu as quand même encore la partie humaine obligée, de toute façon, même encore maintenant avec l'IA, tu es quand même obligé de passer par la partie humaine. Mais clairement, ça te facilite la tâche. Quoi. Donc, je change. Tu changes. Bientôt, après, effectivement. Excellent. Ouais, elle était facile. Et du coup, je suis parti après chez Empruntis. Ouais. Empruntis, courtier en... Gros morceau encore. Ouais, gros truc. Un courtier avec des énormes concurrents, Meilleur Taux, les Furets, le Lynx, des gros sur le marché, honnêtement. Rachat de crédit aussi. Ouais. Rachat de crédit qui est peut-être... je crois que c'est marrant, parce que quand j'étais chez Student Job, j'avais déjà des personnes qui me disaient « Est-ce que tu veux faire un échange de liens sur les... » Alors que j'avais étudiant, rien à voir, tu vois, sur rachat de crédit, parce que ça fonctionnait bien avant, tu vois. Et donc, il y avait clairement encore des liens comme ça, quoi. Donc chez Empruntis, c'était à peu près comme chez Je Change en termes de stratégie. Enfin, c'était en gros, stratégie. Le contenu était plus proéminent. Ouais, exactement. Alors, tu avais en gros, Je Change, c'était pareil. Empruntis, c'était à peu près pareil aussi. Ça faisait 10 ans que le site il virevoltait. On était entre 200 250 000 visiteurs par mois. Et en gros, ils sont venus me chercher pour essayer de faire exploser en fait, le trafic et les leads chez Empruntis. Sachant que tu avais pas mal de nouveaux acteurs qui arrivaient sur le marché et des nouveaux acteurs qui arrivaient sur le marché très très forts en SEO. Et clairement, ils basaient leur strat sur la partie, sur le digital. Je dis pas Empruntis, c'était quand même... ils avaient déjà en fait une vraie présence, mais en gros, ils voulaient essayer d'aller un peu plus vite. Donc, restructuration de la boîte. Pas encore. Restructuration du pôle SEO. D'augmenter aussi la partie content. Empruntis, c'était quand même très très bon sur le contenu. C'est-à-dire que tous les contenus qui étaient rédigés, ils suivaient un process assez impressionnant. Au début, je me disais, ça va être très très long pour produire du contenu. Et finalement, pas tant que ça en fait. Ouais, ça te forçait juste à anticiper un petit peu et à passer tout ça dans les rouages. C'est exactement ça. Mais en fait, encore maintenant, je pense que tu vas sur Empruntis, je suis quasiment sûr, vu le process, je suis sûr que la véracité des propos, il y a une vraie véracité des propos. Okay, ouais. Tous les contenus sont justes, ils sont vérifiés. Double check. Même triple check. Tu vois, c'était vraiment... et c'est pas plus mal en soi, parce que pour un sujet comme celui-ci, Your Money, Your Life, sur Google, clairement, il faut faire très attention. Donc, c'était pas plus mal. Donc, strat, beaucoup de création de contenu, encore une fois, comme je disais. Mais il y a une chose que tu as mentionnée qui est intéressante. Tu as dit, j'avais des objectifs de lead aussi. Ouais, et souvent en SEO, c'est souvent des discussions qu'on a ensemble. C'est, là, c'est du SEO à la perf, pur et dur. Et du coup, tu as des indicateurs de performance directe qui te rapprochent finalement un petit peu de ce qu'on peut avoir en paid ou en SEA, etc. Est-ce que tu peux peut-être renforcer un peu cette partie-là? Parce que moi, je la trouve parfois relativement absente du prisme de lecture en SEO parfois. C'est vrai. Et pour le coup, depuis, je pense que je suis arrivé chez Last Minute, c'était SEO drivé par la data et drivé par les résultats. Ouais. Et c'était que ça. Vraiment, c'est genre... le trafic, c'est bien, les leads, c'est mieux, quoi. Le trafic n'existait même pas, tu vois. C'est très bien. Tu suivais les KPI parce que t'es obligé de regarder ça aussi. Mais c'était en fait... c'était l'ensemble, tu vois. C'est pour ça que du coup, je pense que je suis en SEO... même si j'ai fait beaucoup de SEO, j'ai toujours eu cette vision quand même assez 360. C'est-à-dire que je n'apportais pas juste du trafic. Je checkais absolument tout le temps le taux de conversion.
Si ça bloquait, si j'apportais du trafic, mais le taux de conversion ne suivait pas derrière, je faisais remonter, tu fais monter l'information, faire en sorte que, s'il y a des facteurs bloquants, j'utilisais beaucoup des outils comme Content Square, tu vois, alors que c'est pas pour le SEO à la base. Et finalement, on se l'est approprié dans l'équipe pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir faire des modifications. Même avec ces modifications en soi, je dérive un petit peu, mais même avec ces modifications du X, on arrivait à gagner des positions. Ouais, ok. Et tu as beaucoup collaboré avec le pôle paid aussi. Clairement, synergie SIA, SEO, je crois que c'est peut-être un des premiers trucs que je dis à chaque fois que j'arrivais dans une boîte, c'est est-ce que je peux avoir l'ensemble de tous tes mots-clés paid, s'il te plaît. Avec des conversions. Exactement, exactement. Et puis les mots-clés où tu investis le plus. Et on va faire un gap pour voir est-ce que en SEO on est présent, oui ou non. Enfin non, créer le contenu, déjà premièrement. Si on est présent, ok, à quelle position, où est-ce qu'on est, on va mettre l'effort dessus. Et en fait... cet effort-là, cet exercice, il est malheureusement rarement fait chez l'annonceur. Donc, et c'est ce qu'on constate en agence, en tout cas, quand c'est une approche assez silotée et du coup, ça se parle assez peu. C'est primordial. Complètement. L'un aide dans l'autre et inversement. Ok. Et du coup, un petit truc que j'ai l'habitude de faire et qui ça fonctionne pour répondre aux enjeux business, tu vois. Ce que je fais souvent, c'est je récupère l'entièreté des URL sur lesquelles on est positionné. Je crée un énorme dataset avec tes URL. Tu crées tous tes KPI business, tout ce que tu peux avoir. Trafic, taux de conversion, panier moyen, chiffre d'affaires, le taux de visite vers le formulaire, le taux de remplissage du formulaire via tout ce que tu peux avoir. Tout ce que tu peux avoir. Je vais créer en gros une sorte de scoring business. Tu vois. Ouais, ok. Donc, tu fais un scoring business et tu vas dire où tu vas pas, donc tu as les KPI business, mais tu as aussi les KPI, par exemple... De comportement alors, comportement, non, je les avais pas inclus pour le coup dedans, mais je suis en Printis, en Printis ou n'importe quel site. En gros, si on te dit la verticale la plus importante, c'est celle-ci, alors dans le scoring business, je vais la pondérer différemment. D'accord, ok, ouais. En gros, c'est par rapport à la discussion que je vais avoir avec les associés, avec même le fonds d'investissement, avec n'importe qui. Oui, tu as une pondération business. Exactement. Okay, ouais. Pondération, c'est-à-dire que même si tu as beaucoup de volume là-dessus, mais en fait, c'est pas le sujet dans la boîte. Ouais, j'entends. Voilà, en gros, ça va être un petit peu... le scoring va être baissé. Du coup, en gros, pour chacune des URL, j'arrive à avoir un scoring business, tu vois, un scoring de priorité vraiment pour le business. C'est-à-dire qu'on sait que si on travaille ces URL-là, c'est là où on va gagner le plus d'argent. Je fais un scoring après sur la partie SEO, où là où je mets d'autres KPI dessus, ou pas, je dis n'importe quoi, mais le positionnement, le volume de recherche, ce genre de choses, pour savoir est-ce que je réponds à bien tous les critères SEO sur chacune des URL. Et ça me permet en fait d'évaluer. C'est pas une science exacte, tu vois, mais ça me permet d'avoir au moins quelque chose d'assez cohérent pour me dire, OK, par ordre de priorité, si je travaille ça, je vais en théorie quand même plus facilement gagner des positions. Je prends les deux scores, je les mets à côté, et après, tu as un scoring final où tu sais que par ordre de priorité, tu vas travailler cette URL-là, cette URL, cette URL, etc., etc. Et je vais encore un peu plus loin, c'est pour que chacune de ces... Une fois que tu as ce scoring-là, pour chacune de ces URL, la loi de Pareto, elle est extrêmement présente dans tous les... Peut-être pas dans les gros e-commerce où le business est un peu éclaté, un peu plus, de manière plus globale, mais en tout cas sur beaucoup de marchés, la loi de Pareto elle est extrêmement présente. C'est-à-dire que du coup, ce que je faisais, c'est tu prends tes URL et tu prends toutes les URL, tu prends le KPI, le chiffre d'affaires, tu as une petite colonne et tu vas prendre toutes les X% de tes URL qui vont générer entre 80 et 90% de ton business. Et tu te rends compte qu'en vrai, tu n'as pas beaucoup d'URL à travailler. Tu vois. Et ces URL-là, tu vois, on va parler un peu le triptyque. Le reste des URL, tu fais un triptyque SEO classique, du contenu, schéma.org, tout ce que tu veux, des backlinks, etc. Et pour les autres, celle-ci, il faut que tu portes une attention toute particulière sur ces URL-là. Tu gardes le triptyque, évidemment. Donc, tu fais le contenu, le plus beau contenu que tu aies jamais fait. Tu crées des infographies s'il faut créer des infographies. S'il faut des vidéos YouTube, tu crées des vidéos YouTube. Tu vas parler au CRO, tu vas parler à la partie CRM également pour accentuer le marketing automation sur ces URL-là. Tu vas la partie CRO pour s'assurer que le taux de conversion soit qu'il y ait des tests AB qui soient faits systématiquement sur ces pages-là.
plus les tests AB, pour faire gonfler en fait, pas que le taux de conversion, en soi, c'est pour améliorer tous les signaux utilisateurs sur ton site, tu vois, sur ces pages-là. Je dis n'importe quoi, mais c'est 10-15 pages. Il faut qu'elles soient magnifiques, il faut que tu t'en sois vraiment fier, tu vois. Et déjà, juste en travaillant ça, bah, tu sais que tu vas, en faisant 10, 15, 20 pages, tu vas réussir à gérer les pages qui te gèrent 80% de ton business, tu vois. Ce qui est déjà, tu fais ça. Bah, t'as mis au propre un peu la base. Voilà, t'as le truc, t'es bien, et t'as un impact tout de suite sur le chiffre d'affaires. Ouais, c'est clair. Direct, tu vois. Et après, évidemment, je dis pas que tu t'abandonnes les autres. Après, c'est une autre strat, c'est ouverture de page, c'est ça. Création de nouveaux contenus, etc. Et là, tu vas chercher plus de trafic, tu vas chercher du trafic, certes, qui va un peu moins convertir. Donc, je parle beaucoup de conversion, mais il faut quand même, sur des thématiques ultra concurrentielles, t'as pas le choix. Oui, bien sûr. T'es obligé d'expandre, t'es obligé de toucher la sémantique la plus large possible. Et ça te permet aussi d'aller toucher le haut de funnel. Ça te permet de pousser tes liens, ça te permet de faire pas mal de choses aussi. Voilà. Je dis ça. Donc ça, c'était une grosse partie de ma mission chez Empruntis. Et ensuite est arrivé Discover. Hop, ça y est, c'est... Non, mais c'est clairement... Une illumination. Non, mais Discover, j'y croyais pas du tout en vrai. J'y croyais pas du tout. Ouais. Surtout sur cette thématique-là. Je disais, mais en fait... pour moi, Discover, c'était vraiment Discover. Enfin, je sais pas, c'était des médias, c'était les affaires de meurtre. En gros, c'était pas... Les faits divers. Ouais, les faits divers, news, tu vois. etc. C'est exactement j'aurais pu trouver... les marronniers. Non, pas les comment ça s'appelle du type closer. J'arrivais pas à trouver la presse people. Ouais, exactement. Ouais, merci. C'était plus ça, tu vois. C'était clairement ça. C'est le cas en soi, tu vois. C'est le cas. Ouais. Mais je pensais pas qu'il y avait une petite porte pour les autres sites, tu vois. Et une fois, je connecte à Search Console. Je me connecte à Search Console. Je me connecte sur Matomo comme tous les jours. Matomo, on n'était pas sur Google Analytics, c'est comme ça. Et là, je vois un pic de trafic. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde une URL, je creuse, c'est sur Discover. Je pense qu'il y a un truc à faire. Tu vois. Je crois qu'il y a quelque chose à faire sur Discover. Et je crois, formation, du coup, je me suis formé par les gens qui sont très très bons sur ce sujet, qui avaient déjà... C'était il y a 4 ans, donc c'était 3-4 ans. Donc c'était pas très connu, tu vois, à la base. Hein. Ça commençait un peu à en parler, mais sans plus en soi. Du coup, forme sur le sujet, et direct, on met une grosse task force chez Empruntis. Dédié à ça. Ouais, j'étais convaincu à 100%. Tu vois, en fait, juste la pointe de trafic, tu vois, que tu vois, tu te dis, bon, si c'est arrivé une fois... t'as envie de l'industrialiser, quoi. Clairement. Ouais. Tu te dis, si c'est arrivé une fois sans faire exprès, on va augmenter nos chances. Et puis, on va faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, Task Force, assez rapidement, en vrai, tout le monde était un peu convaincu. Donc, on recrute quelques alternants pour... Non, on n'a pas recruté tout de suite. On a utilisé de la charge de travail des content, des rédacteurs chez nous pour faire un POC pendant 1 mois en disant, écoute, maintenant, on va rédiger du contenu dédié à Discover. Okay. On va mettre en place tout ce qu'il faut pour Discover pour voir si ça prend. Mais là, il a fallu changer toute ta machine bien huilée, de contenu, triple validation, etc. En fait... T'as parallélisé, en fait. C'est ça. Mais, les contenus prenaient quand même du temps à la rédaction, mais on avait quand même... t'avais 2 ou 3 personnes. Non, en vrai, tout le monde a joué le jeu. Donc, on est une équipe. Il y avait 3 chefs de projet content manager et 2 alternants. Donc, tout cela se sont mis d'un coup à quand même rédiger du contenu pour Discover. C'est-à-dire qu'en gros, je crois, de mémoire, on avait switché sur ils devaient faire des optimisations. Finalement, ils n'ont pas optimisé la partie du contenu et on s'est tourné sur Discover. Et là, la magie a opéré. Franchement, je crois qu'en 1 semaine, c'était parti, quoi. En 1 semaine, après, il y avait quelques petits tricks pour faire en sorte d'apparaître rapidement sur Discover. Puis là, on se parle d'incrément de trafic. C'était spectaculaire. Tu vois. Vraiment, c'est... Alors, pour le coup, beaucoup de trafic. Ouais. Du coup, je vais faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ça convertit, etc. Alors oui, ça reconvertissait. Vraiment, tous les contenus ne convertissaient pas. Ok, ouais.
Tu avais des contenus où c'est vraiment des contenus Tu avais de la d'actualité. volatilité, notamment sur les scorings que tu pouvais suivre derrière. Bah alors là, du coup, ces pages-là, les pages d'actualité qui étaient dans le slide d'actualité, je les virais du truc. En gros, je les monitorais pas forcément. Je monitorais, mais je les mettais pas dans ce scoring-là parce que je savais très bien Discover, c'est de l'instantané. C'est ça. C'était positionné, allez, 2-3 jours max. Peut-être tu vas revenir un peu après, mais la tendance elle est là, tu vois, c'est quelques jours. Du coup, là, tu es un peu sous perfusion. Comment tu fais pour garder ce momentum, en fait? Comment tu fais? En fait, comme ça a pris, en fait, on a directement recruté. On a recruté pour qu'on applique cette strat de manière plus industrielle, quoi. Ça a très, très, très bien fonctionné. Enfin, ça a vraiment bien fonctionné. Je crois qu'en un an, on a fait à peu près, je sais pas, peut-être à peu près 2 millions de visiteurs sur Discover. Et du coup, par rapport à la conversion, tu as quand même dans le tas, tu as quand même des pages qui convertissaient énormément, en fait. À taux de conversion, pas terrible, mais avec la volumétrie de trafic que tu avais dessus, ça finit par être intéressant. C'était n'importe. Enfin, tu avais certaines pages, c'était pas les mêmes ratios. C'est exactement le taux de conversion. Et c'est notre directrice marketing qui faisait un peu plus la tête parce qu'elle checkait énormément le taux de conversion de la globalité. Ça en prend un peu un coup. Mais au final, tu avais des leads qui arrivaient. Tu as des gros leads qui arrivaient. Il fallait juste changer le prisme de lecture sur les analytics. C'est ça. Okay. Mais voilà. Mais du coup, ça, c'est ton dernier fait d'armes avant de passer du côté obscur de la force, côté agence, ou du coup, il y a une dernière épopée sur ces 15 ans chez l'annonceur? Chez l'annonceur, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Si, il y a eu quelques petits tests, forcément. D'autres petits tests qui ont été faits. Je disais des grosses requêtes. Je me permets de te couper. Ce qui est assez intéressant chez toi aussi, c'est que on a parlé pas mal d'éléments, on va dire, très globaux, 360, performance, CRO, transfo, contenu, etc. Donc on retrouve évidemment le triptyque classique, technique, sémantique, netlinking. Tu viens d'ailleurs du netlinking, mais à t'entendre, en fait, t'exploites énormément d'autres facettes pour aller sublimer le SEO et ton SEO. Il y a quoi d'autre comme corde à ton arc? En vrai, si tu fais du SEO juste avec ce triptyque-là, en 2025 maintenant, en 2025, effectivement, pour les années futures, ça ne marchera pas. Tu vois. Enfin, c'est très difficile de sortir un site sur des thématiques comme le rachat de crédit, t'oublies, mais de sortir un site purement SEO, ça va faire un temps. Sur le marché français, ok. Tu peux débuter sur une niche, mais dès que c'est sur un environnement concurrentiel, c'est fini. C'est compliqué. Il faut que tu vises la notoriété de marque. Tu vois. Plus ta marque sera forte et plus ton SEO sera facile. C'est pour ça que quand je parle SEO, en vrai, Discover, c'est plus du SEO vraiment. Tu vois. Oui, c'est ça. Déjà, la strat n'a plus rien à voir. Tu changes complètement de paradigme. C'est pas du contenu qui va performer en SEO. C'est du contenu court terme aussi, parce qu'on est souvent dans le temps long en SEO, mais là, pour le coup, ça n'a c'est court-termiste. T'es sous perf, tu regardes ton Google Analytics, tu vois ton trafic qui augmente, et après ça redescend. Exactement, c'est ça. Et du coup, tu vas remettre une petite pièce pour que ça augmente, etc. Et du coup, si tu fais que du SEO classique, compliqué. Très, très compliqué. Voire... Encore une fois, sur des petites niches, ok. Sur des grosses thématiques, c'est quasiment impossible. Du coup, il faut élargir énormément. Tu vois. Et du coup, moi, les recos que j'ai, c'est en fait, il faut que tu multiplies les points de contact. T'as pas le choix, en fait. Il faut que ta marque soit présente, il faut que ta marque soit identifiée comme une vraie entité sur le marché. Et si tu arrives à faire ça, si le mot-clé qui est le plus tapé dans ta Search Console, c'est tout ce qui est relatif à ta marque, mais le SEO sera beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, tu as plusieurs moyens de le faire. Discover, tu as évidemment toute la partie paid aussi, qui est, sans ça, ça reste assez compliqué. Donc, il faut, sur les réseaux sociaux, tu vas te mettre sur du TikTok, tu vas faire, pourquoi pas, du Pinterest, Instagram, etc. En fait, c'est... Je sais que tu es un aficionado aussi de YouTube. Exactement, et j'allais y venir, effectivement. Et du coup, après, tu as YouTube. Tu as YouTube où, pour moi, je ne vais pas dire connerie, mais je crois que c'est le deuxième moteur le plus visité
au monde. Et en fait, j'ai même ce sentiment que c'est un train au fur et à mesure. Enfin, tu as énormément de recherches qui sont faites là-dessus, de plus en plus. Pareil sur TikTok aussi, en vrai. Ça prend quand même des grosses parts de marché sur De plus Google. en plus, notamment sur certains segments. Ouais, clairement. Ouais. Et du coup, le YouTube, pour moi, c'est une des clés pour réussir en SEO. C'est déjà c'est vraiment plus simple. Enfin, c'est vraiment. Oui, t'as moins de facteurs. Non, voilà. c'est Google il y a quelques années, quoi. Je parle pas encore de Perplexity ou des moteurs conversationnels, mais le YouTube, c'est quand même relativement simple. Surtout que maintenant, tu as l'avènement de l'IA qui est là. Tu peux générer des contenus vidéo sincèrement d'extrêmement bonne qualité. T'es pas obligé, tu peux faire du faceless, enfin t'es pas obligé de mettre forcément ta tête, mais tu peux mettre design, exactement, clairement, où tu vas commenter en fait tu peux facilement honnêtement prendre l'avoir en parallèle la création de contenu classique et mettre une task force sur la création de contenu vidéo basé sur ton contenu. Et c'est relativement simple. Tu fais ça avec de l'IA, tu publies ton contenu, tu arrives à le publier, enfin, tu peux en publier beaucoup plus déjà. Ouais. Ça coûte quand même, tout est relatif, mais c'est plus cher que du contenu classique, certes. Mais par rapport à il y a quelques années, c'est déjà un peu plus démocratisé. Oui, au final, ton job évolue beaucoup plus sur une content factory avec un cerveau SEO. Ouais, clairement. Et du coup, j'imagine que sur les structurations de tes équipes passées ou ce que tu es en train de mettre en place aussi côté agence maintenant, j'imagine que c'est quelque chose qui doit t'occuper en termes de réflexion. Oui, très clairement, c'est les premières occupations. Enfin, c'est comment... encore une fois, la partie SEO, elle est importante. Vraiment la stratégie, purement stratégie. Mais il faut aller chercher d'autres canaux d'acquisition, d'autres canaux d'acquisition, où le SEO peut l'influencer. Parce que dès que tu as un moteur, dès que tu as un algo, tu peux avoir du SEO concrètement. C'est juste pas du SEO sur Google, mais tu vas faire du SEO sur les moteurs conversationnels, tu vas faire du SEO du coup sur YouTube, sur TikTok, sur Pinterest, sur Amazon. Ouais, bien sûr. Enfin, en gros, tu en as partout, tu as des algos partout. Du coup, les algos, tu peux les craquer. App aussi, ça peut... Exactement, ouais, c'est exact. Et du coup, YouTube, pour en finir sur YouTube, gros avantage sur YouTube, c'est que tu, en soi, assez facilement, plus facilement, j'ai l'impression quand même, te positionner à la fois sur YouTube. Et en plus de ça, tu peux, de plus en plus, tu as à la fin de chaque résultat sur mobile, tu vas avoir 3 petites vidéos qui apparaissent. Et du coup, tu peux tranquillement aller te positionner. Tu prends de la place, tu te positionnes. Okay. Ça, tu prends de la place, tu vas améliorer tes signaux utilisateurs. Parce que du coup... usage. Le gars, il arrive sur Google, il va sur ta vidéo, il regarde la vidéo, il va cliquer sur le lien qu'il y a dans ta vidéo, qui va te renvoyer sur ton site. Enfin, voilà, en gros, la boucle est bouclée. Ouais. Ça, c'est des facteurs c'est des facteurs qui sont ultra importants. Mais tu as l'air de prêter beaucoup d'importance à tous ces signaux connexes, annexes, etc. Tu penses que du coup, ça fait partie un peu de la secret sauce de l'algo et de ce que Google essaye de vous forcer à faire en SEO du coup sur les prochaines années? Mais j'en suis convaincu. J'en suis intimement convaincu. Je te disais tout à l'heure que en changeant juste certaines features sur un site avec quand on utilisait Content Square, en gros, tu avais un KPI qui était super intéressant, c'était le taux d'attractivité. Ok, ouais. Taux d'attractivité, c'est en gros à partir du moment où quelqu'un voit le site, voit ce module, combien de fois, le pourcentage, combien de fois il a interagi avec ce module-là. Et en fait, en faisant ça, tu vois, si on avait des modules où tel ou tel module en fait était extrêmement attractif, mais très peu visible. Okay. Trop bas sous la ligne de flottaison. Juste ça, tu le prends, on le mettait en haut. Déjà le taux de conv augmentait. Ouais. Premièrement, on gagnait des positions. Et je pense qu'on gagnait des positions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on améliorait ton taux d'attractivité globale. En fait. Exactement. En fait,
taux de rebond qui est plus faible, Évidemment. tu passes plus de temps, Ouais. il va avoir plus de pages, etc., etc. Et si tu l'emmènes rapidement à l'endroit où il veut aller, bah, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur est meilleure aussi. Et tout ça, en fait, pour moi, c'est des signaux qui sont extrêmement bons. Tu vois. Donc, tu as cette manière de le faire, tu as la manière plutôt scolaire. En gros, où tu vas... Enfin, scolaire. On va dire, académique, ouais, exactement. Où tu as cette partie où tu sais comment tu peux l'influencer, on va dire, via ton site. Et après, bah, tu as d'autres parties où tu peux essayer d'influencer ces signaux de manière peut-être un peu plus déviée, on va dire, tu vois. Un peu plus déviée, tu peux essayer de manipuler un petit peu ces signaux. Enfin, il y a des techniques pour essayer de manipuler ces signaux et pour faire croire à Google concrètement que tu es le meilleur contenu exactement, à proposer, la meilleure expérience. Exactement. Et j'avoue que c'est plutôt... Et du coup, en parlant d'expérience, changement de crèmerie, après empruntrice, du coup, tu passes du côté de l'agence. Et du coup, quid des changements aussi pour toi? Parce que du coup, tu passes de l'autre côté de la barrière. Tu avais déjà travaillé aussi avec des agences un petit peu par le passé via tes expériences. Qu'est-ce que ça t'a fait déjà de passer de l'autre côté? C'est vrai que je suis passé 15 ans chez annonceur, passé chez l'agence. Alors, tu vois, particularité, c'est que je travaillais quand même avec très peu d'agences. En vrai. Tu vois, je connaissais pas trop je voulais être gentil, mais je sais que tu avais des difficultés à les garder avec toi. Ouais. Clairement, j'arrivais, en général, l'agence qui était là partait. Après, j'ai travaillé quand même avec quelques agences, mais pour des sujets très précis, des sujets où j'estimais qu'il y avait peu de valeur ajoutée ou autre, tu vois. Du coup, le changement, clairement, il y a un vrai changement. Enfin, non, mais vraiment, c'est genre passer de l'autre côté. Enfin, c'est plus plus forcément le même métier non plus. Je m'occupe pas d'un seul site, déjà un portefeuille un peu plus grand, et c'est plus un aspect, on va dire, beaucoup plus business, concrètement. Beaucoup plus business, et c'est ce qui m'a attiré, c'est ce qui m'attirait chez l'annonceur aussi. C'est ce qui m'attirait, c'était que la strat SEO était au cœur du business et que en fait il y avait des vrais moyens pour mettre en place des stratégies, et l'idée c'était pas de générer du trafic encore une fois, mais générer du business. Et en vrai, c'est intéressant parce que du coup t'es passé par différentes expériences avec des environnements très concurrentiels, compétitifs, etc. Là du coup tu vois plusieurs approches chez les annonceurs que tu accompagnes aujourd'hui. Est-ce que tu vois le SEO aussi bien positionné en priorité chez les annonceurs aujourd'hui? Ah bah non. Voilà. Très clairement, non. Enfin, j'étais assez étonné en soi. Enfin, en fait, je pense que c'était pas un sujet prioritaire, ou en tout cas, on va dire pas prioritaire, mais pas pour les bonnes raisons, en fait. Okay. En fait, je pense qu'il n'était pas prioritaire parce que peut-être le SEO est trop obscur, c'est trop long, c'est sur du moyen, voire long terme, etc. Sauf que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a beaucoup de mythes sur le SEO. Très clairement. Enfin, après, je ne vais pas te dire, si tu sors un site from scratch, effectivement, ça va te prendre un peu de temps, mais comme tout. Enfin, c'est déjà juste créer ton site, ça va te prendre plus de temps. Mettre en campagne tes campagnes paid, ça va te prendre du temps, etc. Enfin, mais toi, ce que tu as souvent tendance à dire, c'est que sur de l'existing, sur des sites existants, il ne faut pas non plus attendre des plombs. Tu es capable d'avoir des résultats assez rapidement en suivant quelques recettes. J'ai envie de te dire, en suivant les trucs dont on a parlé avant, hors de priorité, mais littéralement, si en face, on arrive à produire le contenu au bon moment, acheter les bons backlinks, sincèrement, je pense qu'en une semaine ou deux, tu commences à avoir des résultats. Tu prends ton contenu, les strats, c'est tu vas prendre toutes les pages qui t'ont généré du bise, tu vas les optimiser, tu vas changer le title, tu vas changer le contenu, tu vas rajouter telle ou telle chose, tu vas rajouter des schémas.org qui n'y a pas forcément actuellement, ou que très peu de personnes ont entendu parler, tu vas les rajouter dessus. Déjà juste ça, en fait, tu gagnes des positions, mais tu publies, tu pousses dans la Search Console, et tu fais un bump direct de position. Donc si tu fais ça à une échelle plus importante, bien sûr, tu fais la direct. Tu vois. En gros, tu as la partie optimisation, partie création, mais la partie optimisation, juste avec l'existant, tu peux faire grosso modo, tu fais entre 20 et 30, 35% de trafic supplémentaire si tu l'optimises correctement.
Donc déjà là, ça va assez vite. Et après, pour la création de contenu, en fait... C'est fonction de ta capacité à sortir des choses efficacement, mais du coup, tu arrives avec beaucoup d'éléments dans ta trousse à outils côté agence. Comment, de par ta position, c'était quoi ton cheminement pour structurer, on va dire, ton offre aussi, puisque c'était la première fois pour toi de constituer une offre. Tu avais toutes ces idées et toutes ces pratiques, mais du coup, fallait réfléchir à l'offre. Là, aujourd'hui, quelle était-elle et du coup, comment tu l'as échafaudée? Alors, en gros, déjà, donc, quelques mois, du coup, je suis en agence. Du coup, au début, forcément, des rounds d'observation. Essayer de comprendre, parce qu'encore une fois, pas issu du milieu, très peu de contact avec les agences. Donc, vraiment, essayer de comprendre comment ça fonctionne en interne. Essayer de comprendre surtout de quoi les clients ont vraiment besoin. Est-ce que ce qu'on propose actuellement, c'est vraiment ce dont ils ont besoin? Oui, non, alors il faudra peut-être proposer autre chose. Est-ce qu'ils ont besoin de... le sentiment, en gros, c'était, pour moi, ils ont besoin de quelque chose de tangible, quelque chose de vraiment palpable. Et ça va être, évidemment, c'est un peu classique, tu vois, mais en gros, création de contenu. En fait, tu avais presque envie de te vendre un truc comme si tu étais encore chez l'annonceur. Exactement, c'est ça. Clairement. J'ai dit, en fait... Mais qu'est-ce que j'achèterais, en fait? C'est ça, ça. Oui, clairement, tu vois, c'est qu'est-ce que... création de contenu. Après, création de contenu, tu as création de contenu par l'humain ou création de contenu par l'IA, tu vois. Enfin, je suis... de ne pas faire de création de contenu par l'IA actuellement, si tu le fais pas, c'est quand même risqué, tu vois. Enfin, c'est... Parce que tu vas manquer des choses, parce que tu vas manquer de célérité, parce que tu vas plus vite, plus loin. En fait, tu l'as dit, tu vois, tu vas beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et vu comme ça évolue en très peu de temps, c'est sûr et certain que si tu prends pas le virage de l'IA maintenant, c'est terminé. Tu vois. Enfin, il faut être dedans, tu vois, il faut qu'il y ait des personnes qui soient dédiées à ce type de contenu, qui soient des rédacteurs augmentés, tu vois. Enfin, clairement, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et en plus de ça, tu vois, tu vas pas utiliser l'IA comme un presse-bouton, tu vas dire rédige-moi ce contenu-là, sur telle ou telle thématique. Non, ça n'a pas de sens, tu vois. Tu vas le nourrir tu peux le nourrir de tes concurrents, concrètement. Tu peux le nourrir de ton propre site. Tu le nourris d'énormément de bases de données. Et si tu arrives à le prompter correctement, les résultats, franchement, ils sont dingues, tu vois. Ils sont excellents. Ils sont excellents, que ce soit pour la création de contenu classique, SEO, ou alors même la création de contenu sur Discover. Là, tu parlais d'offres, comment on a structuré l'offre. Mais en fait, de mon point de vue, encore une fois, on répond en fait au triptyque. Tu crées du contenu. Tu crées du contenu avec de l'IA quand ça paraît plutôt logique, tu vois, sur du local, sur de l'e-commerce, sur des trucs. Ça, en gros, avant, tu faisais des spins. Des spins j'avais fait des spins. Tu vois, la qualité, elle est pas ouf, tu vois. Alors que là, maintenant, sur l'IA, c'est quand même plus rien à voir. Tu donnes des bases de données, il va aller chercher les bonnes informations. Enfin, tu vois, il n'y a plus rien à voir. Donc, pourquoi se priver de ça, tu vois? Enfin, Google n'interdit pas de créer du contenu IA. Il veut juste qu'en fait, ça soit du contenu qui soit cohérent pour l'internaute et que plus tu vas l'enrichir, moi, au contraire, je suis convaincu. Bon, là, tu as pas mal de merde qui sont sorties. Je me fais l'avocat du diable sur ça. Tu évoquais chez Empruntis le fait que chaque contenu était fait main, triple validé, etc. Versus un contenu qui sort d'un GPT-like ou autre. Comment, du coup, tu perçois la réponse de Google par rapport à ces deux contenus? Trié sur le volet, soigné, pondéré, vérifié. Et du coup, un contenu qui sort comme ça, sans forcément ces vérifications. En fait, je pense qu'il faut pas zapper cette partie de vérification. Tu vois, c'est clairement, il faut... la partie... Tu le vois plus comme une étape du processus de création de contenu. C'est exactement ça. Tu vas augmenter ta capacité de production, tu vois. Tu vas vraiment plus rien avoir. Enfin, tu vas vraiment augmenter ta capacité de production, mais tu vas pas arrêter de relire ton contenu. Si tu commences à faire ça, si tu commences à utiliser l'IA en lui donnant quelque chose, en récupérant, tu relis rien du tout, c'est que tu as perdu. Tu vois. Enfin, là, c'est qu'on tu vas perdre, en tout cas. Ou tu vas perdre, exactement. Clairement, il faut quand même être à moitié... il faut quand même continuer à utiliser son cerveau un minimum. Et en fait l'IA, il faut que tu le prennes comme un stagiaire, alternant, junior, qui tu veux. En fait,
c'est en fait, c'est toi qui vas le former. C'est quand tu demandes une tâche à quelqu'un, bah, tu vas pas prendre pour argent comptant. Tu vois, s'il vient d'arriver, bah, tu vas relire, tu vas le dire, bah non, en fait, moi, j'attendais plus ça. Moi, c'est ça que je voulais des tableaux, je voulais ci. En fait, il fallait que tu sources ça, etc. Et quand tu commences à échanger avec lui comme ça, là, tu commences à après avoir des résultats intéressants. Et puis ce que je comprends aussi par rapport à ce que tu expliquais jusqu'ici, c'est que au final, le contenu, c'est un préalable après à l'enrichissement des positions SEO, mais finalement, même si le contenu est pré-rédigé ou augmenté par l'IA, finalement, tout ce que tu as dit tout à l'heure, CRO, l'UX, le SXO au sens large, finalement, c'est ça qui va sublimer le contenu et qui va permettre de... Et donc, du coup, est-ce que l'IA t'aide aussi à faire des liens avec d'autres métiers ou outils que tu as aujourd'hui dans l'escarcelle pour faire tout ça? Alors, pour l'instant, j'ai pas d'outils qui me permettent de faire le lien pour l'instant avec d'autres métiers. Enfin, c'est juste que je n'ai pas penché dessus ou j'ai pas vu encore le besoin, mais ça pourrait clairement arriver. En revanche, l'IA peut te servir. Enfin, là, on parle de SEO, tu vois, mais l'IA au sens large, ça te permet de faire. Je suis pas dev du tout, tu vois, et ça te permet de faire. Il suffit juste de réfléchir. Enfin, si tu as des outils que tu as toujours voulu avoir en SEO, mais. Et puis la semaine dernière, tu t'es fait un cadeau de Noël. Tu as pondu tes outils. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, tu vois. Je me suis amusé parce que vraiment, ça me fait vraiment rire. Ça m'amuse vraiment de le faire. Tu vois, tu as une idée, tu te dis, mais ça serait bien que j'ai ça, tu vois. Ça serait bien que j'ai ce type d'outil en fait en SEO. C'est parti, on va le tester, quoi. Ouais. On va tester, on va le faire et littéralement en une soirée, je crois que j'avais mon outil, c'était prêt. J'avais en live, je pouvais l'utiliser, le partager avec d'autres personnes. Enfin, c'était vraiment top, tu vois. Et toujours, l'outil pour le coup orienté business, quoi. De ce que je comprends du coup d'un point de vue off, donc tu as toujours les sujets techniques, approche sémantique, le sujet de netlinking avec l'achat de backlink. Le contenu, en final, sur la production de contenu enrichi au centre de ce que tu proposes aujourd'hui. Après, du coup, YouTube, production de contenu, IA, etc. Et après, est-ce que tu as d'autres petits recoins sur lesquels tu as des techniques ou des astuces? Ouais, après, il y a quelques techniques qui apparaissent en plus, qu'on a en plus. Quand on parlait de signaux, justement, on parlait de signaux où on peut... plus tu auras des bons signaux sur ton site, plus tu pourras gagner des positions. Et là, il y a un hack qui... Enfin, oui, clairement, on peut appeler ça un hack, où tu peux simuler en fait certains signaux à Google via Google Chrome, parce que encore une fois, c'est sur Google Chrome que tout se passe. C'est le mouchard de Google. Grâce à ces certaines techniques, en gros, tu peux simuler ces signaux utilisateurs et gagner de manière assez importante, tu as des positions, tu vois. Enfin, quasiment instantanément, tu vois. Enfin, j'exagère, mais quelques heures. Ouais, en quelques heures, tu vois. En quelques heures, tu mets en place... Moi, personnellement, j'y croyais pas. Et puis, je l'ai vu de mes yeux vus, parce que tu m'as montré. Mais donc, on se parle de quelques heures. Ouais, c'est ça, c'est quelques heures. Après, voilà, tu fais pas ça sur un site from scratch. Non. Tu le fais sur un site... Il y a quelques conditions. Bien sûr, il faut que ton site, il soit... Plus ton site sera fort, tu vois, déjà, plus c'est de booster ses signaux, ça va être bénéfique. Après, c'est des choses qu'il faut... tu peux le faire avec parcimonie, tu vois, sur des marronniers. Black Friday, sur les soldes qui vont arriver, exactement. Tu peux faire ça sur les soldes. Enfin, tu as plein de techniques. Ou alors, je sais pas, en SIA, ils veulent réduire le budget du SIA sur certains mots-clés parce que ça coûte trop cher. À très court terme, complètement. Compenser, ou alors tu veux dire au contraire, tu veux expand. Tu te dis, vas-y, aujourd'hui, là, pendant un mois, je vais tout casser. Je vais être très bon en SIA, très bon en SEO, et ça te permet d'avoir des résultats assez rapidement, quoi. Il y a un truc qui me tient à cœur aussi de par mon background. On se parle souvent de synergie entre le SEA et le SEO. Aujourd'hui, quel degré d'importance il a dans ta lecture tu l'as expliqué tout à l'heure sur le fait qu'il fallait aussi prendre en compte ce qui était fait en SEA, etc. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu fonctionnes avec l'équipe SEA aujourd'hui? En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est... que le SEO, c'est compliqué. Le SEO plus le SIA, c'est déjà un peu plus simple. Le SEO plus d'autres leviers, c'est de plus en plus simple. Là, ce qui se passe, comment fonctionner, ou ce qui me paraît le plus cohérent, en tout cas pour le client, en fait, pour un business,
c'est vraiment qu'il y a une synergie forte entre le SEO et le SIA. Ouais. C'est-à-dire que d'être connecté au maximum aux campagnes SIA, c'est-à-dire que quand tu sais que tu as un client qui dépense X milliers d'euros sur sur des requêtes très précises, je pense que la loi de Pareto elle est aussi présente sur la partie SIA. Bah ça, c'est des informations en fait qu'on est obligé d'avoir, enfin qu'on est obligé. En tout cas, qu'on demande en SEO, qu'on demande en SEO pour se dire, bah en fait, attention, warning, là en SIA, on dépense beaucoup, mais en revanche, il n'y a pas de réponse de l'autre côté. Attention, il y a quelque chose à faire. Mais je dis ça, mais en vrai, c'est dans l'autre sens aussi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, en SEO, tu as accès à l'API, à la base de données de Google Search Console, de la Search Console. Tu viens récupérer l'ensemble des mots-clés qui sont dessus. Parfois, tu peux alimenter aussi la partie SIA dans ce sens-là. Il y a plein de choses à faire. Monitoring, le crossover entre les bases de données de mots-clés, etc. S'appuyer sur, en effet, comme tu l'as dit, la performance du SEA, mot-clé par mot-clé avec le taux de conversion. Bah, tu abandonnes un mot-clé en SEA, bah, peut-être qu'il faut aussi le mettre en priorité en SEO, clairement. Parce que s'il a fait quelques conversions mais que tu as du mal à conserver un niveau de performance attendu, bah, ça peut passer côté SEO. La liste, elle est assez longue. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, il y a assez peu d'annonceurs qui arrivent à vraiment faire travailler ces deux services en même temps, en tout cas ces deux casquettes-là. Donc, et puis c'est ce qu'on essaie aussi de faire aussi un petit peu ensemble. Et toi, du coup, un petit peu en guise de conclusion, si tu avais une roadmap un petit peu toute faite là, en SEO sur 2025, allez, top 3, top 5 des sujets sur lesquels voilà, tu peux pas... Top 5 Ouais, tu peux pas... Tu peux pas y couper, quoi. Ouais, c'est ça. À top 5, Discover. Top 1. Ça m'aurait étonné. Discover, je suis assez convaincu de Discover. Discover, j'ai un peu tous évoqué, mais Discover, YouTube. Ouais. Clairement, Discover, YouTube. Discover, YouTube, franchement, la plupart du temps qu'on a des discussions SEO avec les annonceurs, c'est le parent pauvre. Ouais, clairement. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Et j'ai envie de te dire, en fait, c'est encore toujours pareil, c'est multiplie les points de contact. Ouais. Multiplie les points de contact. Et en l'occurrence, je ne vais pas multiplier les points de contact en SIA. Du coup, sur la partie SEO, les autres leviers que j'ai, c'est ça. Tu vois. Je dis ça, en vrai, tu pourrais aller sur du Pinterest, sur du TikTok, etc. Tu vois. Mais là, mes deux gros sujets de prédiction, actuellement, c'est Discover et YouTube. Ensuite, tu as la partie, les moteurs conversationnels. Ouais. On a très peu parlé en vrai, mais c'est Google. Je pense que ça fait très longtemps qu'il ne s'est pas dit là, le vent est en train de tourner un petit souffle peu. dans la nuque. Ah ouais, clairement. Ouais, non, on a souvent parlé de TikTok, nouveaux usages de recherche, etc. Mais là, ça, déjà qu'il s'est pris ça s'excite un petit peu plus du côté de Mountain View. Ouais. Ah clairement, il s'est déjà pris une petite claque avec TikTok. TikTok, ça lui a fait mal. Je crois, j'ai plus la stat, mais je crois que les moins de 20 ou 25 ans, je crois que tu as 20. Il y a un abandon total de la fonction même de recherche. Ils recherchent sur TikTok. Tu crées un autre réflexe. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est sur le local, les restaurants, etc., je crois que c'est terminé pour les jeunes. Les plus jeunes. Ouais. Et puis c'est sûr, il y a un autre point, c'est quand tu vois la qualité de certaines réponses, via différents moteurs, ChatGPT ou autres, tu dis, ouais, ok. Oui. Tu arrêtes de... En fait, je pense que tu vas arrêter progressivement de faire certaines recherches sur Google. Tu vas conserver peut-être certains usages, trouver des réponses à des questions très spécifiques peut-être, mais en tout cas, dès que les réponses doivent être complexes, enrichies, il y a danger. T'as dit, enrichi, c'est exactement ça. Tu vois. Je sais pas, tu lui demandais... crée-moi un plan sur quelque chose. Tu vas pas le taper ça sur... c'est ton assistant. Tu vois, après... J'espère que la nouvelle génération qui va connaître, qui va connaître pas que ça, parce qu'il y aura sûrement encore Google, quoique, mais qui vont être quand même assez alertes au fait de ne pas prendre pour argent comptant ce qui va être écrit. Sinon, là, ça va être une catastrophe en soi. Parce que il y a quand même des absurdités qui ressortent. Tu vois. Donc, s'ils n'ont pas le réflexe de se dire, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est ce qui est marqué ? Parce qu'en gros, ils vont aller chercher des sources, mais si les sources ne sont pas bonnes, comment ça se passe ? Tu vois, là, on a cité une conférence il y a 2 semaines. C'était quelqu'un qui s'est amusé à spammer à spammer les moteurs conversationnels comme ça, où il a réussi il y a des sites comme West France, je crois, qui ont repris ces actualités, comme quoi l'aquaponie
était une discipline officielle des JO, tu vois, des JO 2024. Ouais. Et des gros sites ont repris cette information, tu vois. Donc, quid des personnes qui vont naître avec ça, et tu vois, ça peut être... Il y a toujours un dark side. Hein. Ah bah, clairement, bien sûr. Après, ouais, c'est sûr. Et j'avais un autre sujet, du coup, alors je t'ai dit ça, Perplexity, ça, et puis après, peut-être création d'outils. Création des outils en interne pour faciliter notre travail. Et puis peut-être avoir cette approche plus business. Business, oui, clairement. Je te dis ça, c'est pour ça que je t'ai dit outils, c'est que là, le premier outil que j'ai créé, c'est clairement un outil pour le business. Tu vois. Enfin, de c'est forecasting. Pas, exactement, de prédiction. Enfin, c'est pas purement SEO, c'est purement business. Tu vois. Oui, c'est en gros combien tu vas mettre, combien on va te rapporter. Et remettre le SEO dans un socle de performance et de levier qui aide le business et pas juste pour faire du trafic. C'est exactement ça. En fait, le SEO, c'est un levier. Tu vois. C'est un moyen pour arriver à une finalité. Donc, c'est pas. Enfin, si pour un client, je me rends compte que c'est le SEO classique, c'est bien, mais c'est pas là où il faut aller, on ira autre part. Tu vois. Enfin, clairement, il faudra aller autre part. Quoi. Ok, bah écoute, mot de la fin peut-être. Du coup, ça m'a fait plaisir de t'avoir pendant cette petite heure ensemble. Et puis merci d'avoir pris le temps d'expliquer à la fois ton parcours et puis les différentes recettes et la palette de possibilités que tu offres aujourd'hui. Donc merci aussi d'avoir présenté l'offre que tu proposes aujourd'hui. Et puis à plus tard pour de nouvelles aventures en SEO. Top, merci bien.